Il y a notre partie cuverie de bois de ce côté, notre partie cuverie inox de l'autre côté pour la production. Derrière ces murs, juste ici, il y a aussi la partie cuverie bois du domaine Jean-Paul Schmitz. Parce que la particularité de ces bâtiments, c'est qu'on est deux viticulteurs en biodynamie à travailler ici, avec des productions qui sont séparées, mais avec des idées et des coups de main qui se mélangent tout le temps. Et ici, donc, on est dans la partie cuverie bois du domaine Aquilée. Donc le crément qu'on a, c'est un assemblage de différents cépages. On a, pour le 2016, on a 50% de Riesling et on a un peu de Chardonnay, du Pinot Blanc et de l'Auxerrois. La vinification du coup du crément, on va d'abord faire une première vinification qui va se passer soit en cuve inox, soit dans des foudres en bois comme ceux que j'ai derrière moi. Donc on va d'abord le faire comme un vin tranquille qu'on aurait pu mettre en bouteille, du coup, un vin blanc qu'on a habituellement. Mais en fait, donc, du coup, pour qu'il ait un côté effervescent, on va rajouter à nouveau un élément sucré dans la cuve pour que le crément reparte en fermentation. Et quand il repart en fermentation, on le met tout de suite en bouteille. Donc on va le mettre dans les bouteilles qu'on connaît, donc, du coup, qui sont plus grosses et plus résistantes qu'une bouteille de vin normale, pour que du coup la deuxième fermentation s'opère en bouteille. Ensuite, on va le laisser sur latte. Là, pour le crément 2016, on l'a laissé à peu près 13 mois sur latte. On essaie de continuer et d'augmenter ce temps sur latte pour les suivants qu'on dégorge au fur et à mesure du temps. Et là, les suivants vont passer à 15 mois, voire jusqu'à 18 mois. Après avoir passé 13 mois sur latte, on va mettre les bouteilles vers le bas. Comme on le connaît avec des pupitres d'habitude, là on le fait en fait plus avec un gyropalette, c'est un peu moins glamour, mais c'est des palettes du coup qui tournent et qui sont beaucoup plus précises, ou du coup qui permettent de ramener le dépôt vers le bas, en mettant la bouteille du coup vers le bas. Et quand la bouteille est vers le bas, donc on a un dépôt en bas de la bouteille. Et ce dépôt, on va le glacer, et une fois qu'on l'a glacé, on va le dégorger, donc du coup on va ouvrir la bouteille d'un coup, et ce dépôt va sortir. Et quand ce dépôt sort, ce qui se passe, il va créer un manque dans la bouteille, donc il va manquer un petit peu de vin dans la bouteille. À ce moment-là, c'est là où les viticulteurs rajoutent traditionnellement une liqueur d'expédition. La liqueur d'expédition, c'est un vin qui est plus ou moins sucré, ce qui fait qu'on tombe dans les appellations, que ce soit en crément, en champagne, en prosecco, en sec, demi-sec, brut, doux et ainsi de suite. Et nous, on n'a pas du tout voulu faire ça. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a fait un crément qui est un zéro dosage. Donc un zéro dosage, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis de liqueur d'expédition. Pour faire ça, on le fait de la façon la plus pure possible. On prend une des bouteilles qu'on a dégorgées et avec celle-là, on va compléter toutes les autres bouteilles. Alors bien sûr, là à nouveau, on repère un petit peu de quantité en faisant un crément zéro dosage, mais ça nous permet d'avoir un goût qui soit pur, d'avoir quelque chose qui ne soit pas sucré, de ne rien rajouter dans la bouteille. Et donc, en ayant fait ça, on n'aura rajouté aucun intrant pendant l'ensemble de la vinification. Et on arrivera du coup à un produit qui sera pur. Aussi, la particularité de la vinification de notre crément, du coup, c'est que, comme pour l'ensemble de nos vins, on va travailler sans soufre pendant la vinification. Il peut nous arriver de mettre une dose homéopathique à la mise en bouteille quand il en a besoin, et là, ce n'est pas le cas du crément. Donc du coup, le crément, par exemple, qu'on a fait, c'est un crément qui n'a pas de soufre pendant l'ensemble de sa vinification, donc qui est complètement nature, qui a été élevé complètement en levure indigène, donc c'est des levures qui sont naturellement présentes et qui vont démarrer les fermentations toutes seules, que ce soit la fermentation qui va se passer au départ dans la cuve ou la deuxième fermentation qui va se passer en bouteille. C'est à chaque fois des levures indigènes qui vont travailler. Comme il est à la fois en levure indigène, sans soufre, que bien sûr on ne fait pas de collage, pas de chaptélisation et aucune autre opération en cave de ce type-là, et qu'à la fin, quand on le dégorge, on ne rajoute pas de liqueur d'expédition et que c'est un zéro dosage. On est sur un crément zéro dosage qui est complètement pur, complètement nature, où à l'intérieur on n'a que du jus de raisin. On a toujours voulu faire un crément zéro dosage. Alors déjà simplement parce que on aime le produit sur les zéro dosages. Que vous alliez goûter le zéro dosage de chez Jean-Paul Schmitz, vous allez goûter les zéro dosages de chez beaucoup d'autres viticulteurs qu'on aime beaucoup. Ça a toujours été, même en Champagne, les zéro dosages, c'est toujours dans les effervescences qu'on a préféré. Parce que le zéro dosage, ça a une buvabilité qui est énorme. Comme il n'y a pas de sucre qui nous bloque, il n'y a aucune aromatique qui est cachée.
Et on n'a pas un sucre qui nous bloque et qui nous empêche de boire le deuxième verre, quoi, ou la deuxième bouteille. Et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et donc du coup, la première raison, c'était une raison gustative. La deuxième raison, c'est bien sûr qu'on n'a pas envie de rajouter d'intrants dans notre vin, et encore moins juste à la fin en dégorgement, on voulait pas rajouter quelque chose, alors qu'on s'est donné tellement de mal pour faire un produit pur à la base. L'un va souvent avec l'autre. Le produit le plus naturel possible, quand on arrive à le faire, est souvent le meilleur, en tout cas de ce que nous on considère le meilleur, et c'est pour ça qu'on est allé vers le zéro dosage. Et on peut aussi rater une cuvée une fois, ça peut arriver, quoi. C'est un risque. Mais c'est pareil qu'en restauration, quand vous amusez à faire des grands plats ou à amusez à faire des bonnes choses, il y a toujours un moment où vous prenez une part de risque, et de temps en temps, quand on prend des risques, il y a des ratés. Pour arriver à faire des produits qui soient sains et du coup arriver à travailler avec le minimum d'intrants possible, il y a une rigueur en cave qui est très importante. Donc là, c'est beaucoup plus mon frère qui va être en charge de cette rigueur, mais c'est déjà une propreté énorme. Tout est tout le temps nettoyé. Les foudres en bois comme ceux qu'on a derrière nous, il y en a un que pour lequel mon frère a passé une semaine à nettoyer à l'intérieur, parce qu'on n'utilise pas de soude, par exemple, dans la cave pour nettoyer, ce qui serait autorisé en agriculture biologique, hein, mais qu'on ne s'autorise pas du tout. Et donc du coup, c'est beaucoup d'huile de coude et c'est beaucoup de travail à la main, où il faut énormément frotter. Donc c'est beaucoup de boulot pour être très propre. Parce que si vous n'êtes pas très propre, naturellement, il y a plein de choses qui se développent, et donc du coup, vous ne pouvez pas rester sur un produit qui soit complètement nature. On n'est pas dans un environnement stérile, donc du coup, il faut être assez propre. La deuxième partie, c'est aussi au niveau des connaissances que mon frère a. Il a quand même vinifié dans beaucoup de domaines en biodynamie, en France, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, beaucoup en Suisse aussi. Et il a beaucoup de connaissances qui lui ont permis d'arriver à suivre des vinifications de ce type-là. Il est aussi suivi par Duono et par Pierre Sanchez, qui aident beaucoup de viticulteurs en biodynamie et de viticulteurs qui travaillent sans intrants. Donc du coup, il y a un savoir qui vient aussi de l'extérieur. Ensuite, c'est aussi un matériel qui est adéquat. On a des pompes, par exemple, qui au lieu de presser le vin, c'est des pompes à godet qui vont emmener le vin. C'est un matériel qui est plus cher, mais qui nous permet du coup de travailler sans triturer trop les vins. Donc ça nous permet de faire des vinifications avec moins de produits, puisque on a un matériel qui s'y prête. Et bien sûr, le plus important, c'est la matière première. Si vous voulez faire des grands vins qui se tiennent sans utiliser d'intrants, il faut une super matière première. On a des raisins qui du coup sont faits sur des faibles rendements par rapport au rendement que l'appellation permet et aux rendements qui sont habituellement faits. Et comme on est sur des rendements qui sont plus faibles, qu'il y a un travail à la vigne qui est fait en amont avec une biodiversité qui est très présente à la vigne et qui apporte un équilibre aux raisins, on est sur des raisins qui arrivent en cave qui sont équilibrés, qui bien sûr sont récoltés à la main. Au lieu d'être récoltés dans des bottiches où ils sont écrasés, ils vont être récoltés dans des palox où les raisins ne seront jamais écrasés. Et dans tout le process, jusqu'à ce qu'on les presse, on a des raisins entiers qu'on pourrait mettre sur table, qui pourraient être vendus en fruits de bouche, quoi. Et donc on a déjà une très belle matière première qui est structurée au niveau du goût, qui est structurée au niveau de ce qui la compose. On le sent quand on mange les raisins. Et derrière, ça nous permet, avec cette super matière, d'avoir associé avec les connaissances que mon frère a, beaucoup de travail, beaucoup d'huile de coude, beaucoup de rigueur et de propreté, et en même temps du bon matériel, d'arriver à faire des vins qui soient complètement nature. C'est un objectif pour l'ensemble de nos vins, mais après on n'y est pas forcément sur l'ensemble de nos millésimes, mais souvent on peut mettre 1 gramme à la mise quand on a besoin pour un Riesling ou qui sont des doses homéopathiques mais qui permettent de tenir les vins. Les foudres en inox, en fait, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont inertes. Comme ils sont inertes, ils vont tout conserver. Donc, quand on a envie de conserver le fruit, par exemple, on va rester sur de l'inox. Les foudres qu'on a en bois, c'est des foudres qui sont plus que centenaires derrière nous. Donc du coup, ils vont plus apporter un goût de bois en soi. Par contre, ce qu'ils vont vraiment apporter, c'est comme ils ont une porosité, ils vont faire un échange avec l'extérieur. Donc quand on a quelque chose qui est un peu plus agressif, c'est intéressant de le passer dans le bois parce que du coup, il va gagner de la maturité. Et donc, il faut un peu comparer ça toujours à la cuisine. Moi, j'aime bien comparer ça à la cuisine. C'est un peu... et du coup, là, mon frère sera vraiment le chef. Et il va, en fonction des ingrédients qu'il a et comme il les goûte, il va décider d'utiliser plutôt une poêle ou plutôt une casserole. Il n'y en a pas un qui est moins bien ou un qui est mieux. C'est à chaque fois, il y a un effet qui est différent. Et c'est beaucoup de feeling, du coup.
Alors sur le millésime 2016, du coup, on est sur notre premier millésime, donc c'était quelque chose d'assez émouvant, puisqu'on a démarré cette année-là et qu'on a pour la première fois vinifié nos propres raisins. Il faut imaginer que c'était un moment très important pour nous parce que on a commencé à construire la cave dans laquelle on est en juillet 2016 et qu'en septembre on a rentré la première vendange. Donc il y avait 3 murs de paille, un toit, de l'eau, de l'électricité et on a installé tout au dernier moment. Donc les pressoirs on les a fait tourner pour la première fois la veille. Les cuves comme celle-ci qu'on voit en inox dans lesquelles on a commencé à vinifier les vins, elles arrivaient au jour le jour. Il y a même Jean-Paul qui nous a prêté une cuve parce que les fournisseurs étaient en retard et qu'on n'aurait pas pu rentrer la vendange. Donc elles arrivaient, on les nettoyait, on les avinait et directement après elles étaient remplies. C'était parti quoi. Et on avait comme ça vraiment l'aventure. Mon père a perdu en 3 mois 8 kilos. Ça donne une petite idée du moment intense qu'on vivait quoi. Et avec des moments où on avait les larmes aux yeux à chaque fois que quelque chose arrivait quoi. Quand la première vendange arrive, que le premier pressoir tourne pour la première fois et qu'on se dit qu'on va démarrer notre propre vinification et que le domaine démarre, un truc qu'on n'avait jamais fait, c'était juste dingue ce qui s'est passé cette année-là. Aussi avec tous les gens qui sont venus nous aider pour qu'on puisse démarrer ce projet et le faire à fond. Il y a quelque chose qui se ressent directement dans le vin du coup par rapport à ça, puisque le vin ça reste une boisson éponge et ça prend beaucoup les sentiments, ça prend beaucoup ce qui se passe autour de nous. Donc le millésime 2016, c'est sûr très inspiré. En termes de climat pour cette année-là, pour en parler aussi, on était sur un millésime qui était un peu plus compliqué que les autres millésimes en termes de pression mildiou. On a eu énormément de pression mildiou et donc il a fallu beaucoup sortir pour pouvoir combattre cette pression. Donc ça c'était un peu particulier. En termes de qualité des raisins et en termes de goût, on est sur un bon millésime en 2016 parce qu'on a eu du coup un millésime facile à vinifier dans le sens où les fermentations sont très bien parties, où on avait donc du coup des raisins qui avaient vraiment du goût, qui étaient bons, dans une quantité qui était entre guillemets normale. Sauf pour ceux qui ont vraiment souffert du mildiou et de l'oïdium. Alors on a appelé le domaine Aquilée parce que c'est une fleur qui nous a donné ce nom-là. Donc c'est une fleur qu'on utilise pour certaines préparations en biodynamie. Cette fleur en fait, elle nous accompagnait dans les vignes quand on cherchait un nom. Donc déjà, on n'a pas voulu donner notre nom de famille pour le domaine parce que au-delà de la famille qui est au centre de ce domaine, donc du coup, mon père, ma mère, mon frère et moi, on a aussi une équipe et on a beaucoup de gens qui sont venus nous aider. Mais on a aussi une équipe qui est là à l'année, des gens qui sont dans les vignes, qui taillent, comme Manu qu'on a vu avant, et pareil pour la vente, comme Thomas qui est au caveau. Et on a donc du coup toute une équipe de gens qui sont animés par le même projet. Et je trouvais ça injuste du coup qu'il y ait mon nom de famille dessus et pas leur nom de famille à eux. Et je préférais qu'on ait un nom derrière lequel on puisse tous se rassembler. Pourquoi on a choisi du coup cette fleur? C'est parce que cette fleur, elle a une symbolique. L'Aquilée, déjà, depuis qu'on est passé en biodynamie, quels que soient nos sols, qui sont principalement comme des sols pauvres, c'est une fleur qui va se retrouver dans nos sols et qui va naturellement pousser dans l'écosystème qu'on a. Et c'est assez cool de voir que cette fleur nous accompagne suite à la façon dont on travaille la vigne et qu'elle ne pousse pas forcément chez le voisin, donc elle se sent bien avec nous et c'est un peu comme si elle faisait partie de notre famille, de notre communauté, quoi. Et elle a une symbolique qui est spéciale, c'est que l'Aquilée millefeuille est composée en fait de plein de petites fleurs qui vont pousser en ombrelle et qui vont être au même niveau et qui vont être à égale distance du soleil. Et donc elles vont se partager le soleil entre elles. Et on aime bien cette symbolique parce que c'est ce qu'on essaye de recréer entre la faune qui est très présente dans nos vignes avec des vers de terre en tonnes à l'hectare par exemple, mais toute une vie microbienne au centimètre cube qui est très importante. La flore qui elle aussi est très présente. On essaye d'avoir un minimum de 20 plantes différentes par mètre carré qui poussent naturellement. Les gens qui vont du coup travailler dans les vignes, ceux qui vont travailler en cave, ceux qui vont travailler au commerce, ceux qui vont distribuer nos vins, que ce soit dans un restaurant ou dans le concept d'une box, et derrière les gens qui vont consommer du coup notre produit et qui vont le partager et qui vont du coup tous ensemble, on va faire partie de cette fleur et on va se partager le soleil en étant à égale distance l'un des autres pour faire partie d'une même unité et construire quelque chose ensemble. C'est aussi pour ça qu'on a mis sur chacune de nos bouteilles « Nous sommes Aquilée » et quand on le dit, c'est pas juste l'équipe Aquilée ou la famille,
c'est autant cette faune, cette flore, que les gens qui boivent le vin, que ceux qui le partagent. Nous sommes Aquilés.